Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'interface GUI, où je vais vous présenter une très grosse partie de l'interface graphique. Donc, l'interface graphique, il va falloir tout d'abord importer plusieurs packages. Donc, il va falloir importer OS. Ça va être utile, je sais plus trop quand, mais ce sera un moment, vous inquiétez pas. Oui, voilà, je sais, on le verra après. Ensuite, on va importer TechInter. Donc, TechInter, ce sera pour faire notre petite pop-up qui dit « Hey, regarde, le nombre que j'ai prédit avec le réseau de neurones ». Ensuite, on va importer Pygame, qui sera notre interface où on va dessiner notre chiffre. On va importer Torch. Ensuite, on va faire from Torch Vision import transforms. On va importer save image de torchvision.utils. On va importer NumPy. Et depuis Deep Learning, on va importer Net et Transform que j'ai pas utilisé parce qu'en fait il est utilisé ici et je l'ai recodé en dur un peu comme un idiot. Mais en fait on pourrait utiliser le Transform qui est ici. Et le réseau de neurones c'est ici. Le réseau de neurones en fait il va servir à plusieurs endroits, c'est pour ça que je l'ai mis dans un fichier à part. Ce qui va servir dans le fichier ici pour l'entraîner et dans ce fichier ici on va le réutiliser. Et pour pouvoir le réutiliser en fait il faut utiliser la classe qui a défini ce réseau de neurones. Ensuite on va définir deux constantes, white et black. White sera pour la couleur de nos chiffres et black ce sera le fond de notre interface graphique. Ensuite on va du coup créer une classe GUI qui sera notre classe qui va faire notre interface graphique. Tout d'abord on va lui donner un modèle pass, donc ce sera le chemin d'accès du modèle que l'on veut utiliser. Image size, ce sera la taille de nos images. C'est-à-dire qu'en fait nos images elles vont faire une certaine taille et on va les redimensionner en taille 96 par 96 qui est la taille que veut notre réseau neurone. Ça aussi n'oubliez pas, une fois que vous avez entraîné votre réseau neurone avec certaines valeurs de vos matrices, donc par exemple des images de taille 96 en entrée, et il n'y a qu'une seule matrice en entrée, parce que c'est que du gris par exemple, il faut impérativement garder ceci pour l'utilisation de votre réseau neurone après. Et pareil, les transformations de pré-processing que vous faites ici, donc par exemple vous dites voilà je normalise, tout ça, il faut que ce soit les mêmes après, parce que sinon ça risque de donner des résultats moins bons. Il faut que vraiment les valeurs, enfin les données utilisées pour lors de l'utilisation de notre réseau neurone soient exactement traitées de la même manière que les données utilisées en entraînement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a self.device qui est égal à torch.device CUDA if torch.CUDA is available. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un GPU, vous allez entraîner le réseau de neurones sur GPU. Sinon, vous allez entraîner avec le CPU, comme ce serait de base. Ensuite, là, on va charger notre modèle. Enfin, on va instancier notre modèle et ensuite, on va charger le fichier de poids. Donc, je vais revenir un peu là-dessus. Donc, self.model. Donc, on instancie notre modèle et on fait .to self.device. Donc, ça, c'est pour dire est-ce que c'est sur le GPU ou le CPU qu'on va utiliser notre modèle. Et ensuite, on fait un self.model load state dict torch.load model pass. Ça veut dire qu'on va charger le fichier de poids. Ok, vous vous souvenez, tout notre réseau neuronal, il a des fichiers de poids. Vous savez, les poids, c'est les paramètres de nos filtres à convolution et c'est les WI ou W quelque chose de nos réseaux à convolution. En fait, une fois qu'on a entraîné ce modèle, on pourra les stocker et les réutiliser après. Et c'est exactement ce qui nous permet de faire ça, c'est qu'on dit, voilà, ça c'est mon modèle, prends ces fichiers de poids là, ne prends pas des valeurs au hasard ou ne réentraîne pas le modèle. Ensuite, on fait un modèle.eval pour dire que on va juste en fait l'utiliser pour le tester. Ok, on va pas essayer de le réentraîner ou quoi que ce soit. Ça c'est un peu des petits trucs, du petit bidouillage qu'il faut faire avec PyTorch. Ensuite ça, c'est un truc que j'avais un peu dit, c'est pour faire le pré-processing en fait de nos images qui seront ensuite données à notre réseau de neurones. Ensuite image size, c'est juste l'attribut image size. Screen pygame.display.getSurface, c'est pour récupérer la surface, enfin l'interface graphique de notre fenêtre. Ensuite on a self.drawing false et self.lastPose égale à none. Ça servira pour, par la suite vous allez le voir, à nous aider à dessiner en fait sur notre interface graphique, parce que le but c'est que on va maintenir la souris enfoncée et on va dessiner comme ça. Alors ensuite on a ici save label, donc ça va nous servir pour faire notre labellisation et stocker nos images qui vont nous servir pour notre entraînement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne un label en paramètre, donc quel chiffre qui est associé à cette image passe, où est-ce qu'on veut stocker le chemin, où est-ce qu'on veut stocker en fait cette image. Donc par défaut j'ai mis deep learning dataset / et ce qu'on va faire en fait c'est que le dossier ici ce sera en fait le même nom que le label, donc en fait j'aurai juste à utiliser la valeur label passée en paramètre. Le nom, je donne un nom à chacune de mes images qui contiendra d'abord le nom du label et ensuite un numéro. Et le numéro, en fait, il sera donné grâce au nombre d'images qui sont déjà stockées dans le dossier. Donc s'il y a 10 images,
bah du coup cette image ce sera la 11e image qui sera stockée dedans, donc son numéro ce sera 11. Ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va récupérer l'image de notre interface graphique, donc c'est-à-dire juste le fond noir avec le chiffre. Pour cela on fait un pygame.surfarray.array3d self screen, et donc là on aura notre image, on aura l'image de notre interface graphique. Ce qu'on va faire par contre c'est que, alors je sais pas trop pourquoi, mais Pygame en fait l'image qu'il enregistre c'est pas l'image exactement comme l'image qu'on voit en fait à l'écran. En fait je ne sais pas pourquoi l'image est retournée et inversée. Voilà, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est Pygame qui fait ça. Donc du coup, on va faire un np.fliphud qui permet en fait d'inverser, enfin de retourner l'image par rapport à l'axe Y. Et ensuite, on fait une rotation de 90 degrés pour pouvoir remettre à l'endroit. Donc 90 degrés dans le sens aigu d'une montre. Voilà, et là, vous aurez l'image bien à l'endroit. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est Pygame qui fait comme ça. Et ensuite on fait un point copy, parce que ça c'est pour dire, voilà, l'image que tu m'as donnée ici, tu me la renvoies, et je sais plus exactement pourquoi, mais sinon ça ne fonctionnait pas. Il fallait du coup que je fasse une copie pour bien avoir un numpy array dans image. Ensuite je convertis cette image en tensor, donc en objet que peut reconnaître Torch. Et ensuite je fais une permutation, c'est-à-dire que j'inverse en fait les dimensions pour pouvoir en fait avoir la bonne dimension qu'il me faut. Et ensuite je stocke, parce qu'en fait je veux avoir juste je veux avoir en fait en première dimension le nombre de canaux, ok. C'est plus facile pour mon transform ici. Donc en fait à la base mon image, comment elle est stockée, ben, elle est stockée en fait dans une matrice de taille largeur hauteur c, le nombre de canaux pardon, et j'ai confondu channel et canal, c'était nickel. Et moi ce que je veux en fait c'est que je veux mettre d'abord en première dimension le nombre de canal, waouh, et ensuite hauteur et largeur. Voilà, c'est juste ça. C'est juste que c'est plus facile en fait pour ensuite quand je fais passer ici pour récupérer juste l'image en gris. Et ensuite je peux save mon image avec save image de PyTorch. Ensuite là j'ai quoi? J'ai juste une pop-up pour afficher la prédiction. Donc la prédiction ce sera le nombre passé en paramètres. Et ce que je fais, c'est que je crée une pop-up avec TKinter en faisant un TK tout simplement. Je mets un titre et je mets un label, donc ce sera mon texte qui sera affiché. Donc le label sera affiché sur la fenêtre pop-up, donc ma petite pop-up de le texte que je veux ici, ok, avec une certaine police. Je dis à quel endroit je veux afficher et je mets un bouton aussi pour c'est un OK, et quand l'utilisateur appuie sur OK ça se ferme, et voilà. Et ensuite je mets où est-ce que je veux mettre le bouton, donc en bottom, donc en bas de ma fenêtre. Et donc ça c'est juste pour faire ma petite pop-up. Alors ensuite maintenant le code principal on va dire de Pygame est à peu près le seul. Donc comme d'habitude Pygame, alors si vous ne connaissez pas on va revoir rapidement, il n'y a pas de souci. On a une méthode run qui va être la méthode qui va permettre de faire tourner notre interface graphique. Et pour pouvoir faire tourner notre interface Pygame, en fait il faut faire tourner indéfiniment avec une boucle while la fenêtre. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le problème c'est que si on a une boucle qui tourne à l'infini, on peut pas arrêter le programme. Donc on va ajouter quand même la possibilité de fermer avec en appuyant sur la croix. Donc pour cela ce qu'on fait c'est qu'on fait for event in pygame.event.get. Donc ça va récupérer en fait tous les événements, c'est-à-dire toutes les interactions qu'il y a entre l'utilisateur et la machine via la souris, le clavier ou les autres périphériques, ainsi que quand il clique en fait sur la croix, enfin sur une des croix, vous savez, la croix rouge ou le truc pour agrandir une fenêtre en haut à droite ou en haut à gauche selon votre OS. Ok, donc on fait ça. Ensuite on fait if event.type égale à pygame.quit. Donc ça veut dire l'utilisateur a cliqué sur la croix rouge, donc on arrête Pygame. On fait un pygame.quit. Ensuite, là, on va rentrer dans le truc de comment on fait pour dessiner en faisant un clic enfoncé. Donc c'est-à-dire l'utilisateur appuie sur, clique avec sa souris et maintient enfoncé. Et tant qu'il maintient enfoncé et que c'est sur l'interface graphique, on doit dessiner le trait qui suit la souris. Donc en fait, si le clic est enfoncé, donc mouse button down, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, là, on se rend compte qu'il y a la souris qui est enfoncée, un des clics de la souris qui est enfoncé, alors ça veut dire qu'on dessine, donc on met self.drawing at true. Si l'utilisateur relâche, donc c'est-à-dire que il y avait le clic enfoncé, et là il vient de relâcher, donc c'est pour ça qu'on dit button up, et bien alors là on arrête de dessiner, et on ne garde pas la dernière position parce qu'il n'y en a pas. Last pause, ça sera pour nous dire où est-ce qu'on est en fait, depuis où est-ce qu'on a commencé à dessiner. Vous verrez après quand je ferai le dessin. Donc ensuite, si
l'utilisateur là, il a déjà cliqué et il est en train de se déplacer. Donc mouse motion, ça veut dire que l'utilisateur est en train de bouger la souris. Ok, donc c'est pas juste il a fait un simple clic comme ici, c'est non, le clic est enfoncé. Alors non, on ne sait pas ce que le clic est enfoncé, on va le vérifier après avec self.drawing, mais s'il bouge la souris, ça on va le détecter avec ça. Donc si par contre on est bien en train de dessiner, donc c'est-à-dire qu'il y a eu le clic est enfoncé, qui est vérifié avec ça constamment, alors on récupère la position. Si on a une last pose, donc c'est-à-dire qu'on a une position, une dernière position, donc c'est-à-dire depuis la dernière fois où est-ce que voilà, on a stocké la dernière position de la souris, donc quelle était la position, la dernière position de la souris quand le clic était enfoncé et qu'elle était sur l'interface graphique. Et bien ce qu'on fait, c'est qu'on va dessiner la ligne depuis la dernière position jusqu'à la position actuelle où on est. Et la dernière position, ça va devenir notre position actuelle. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, ce qu'on a, c'est que là on a notre dernière position, donc ensuite quand on va revenir ici, notre souris sera décalée juste un petit peu parce que ça, cette boucle, on va y passer des dizaines voire des centaines de fois par seconde. Donc on se sera déplacé, je sais pas, de 1 pixel. Donc du coup, on va dessiner un trait depuis la dernière position, donc depuis la dernière fois qu'on était passé ici, et ensuite on va continuer notre trait jusqu'à la position actuelle. Ok, donc ça va, en fait, on va dessiner segment par segment, et les segments vont se coller les uns à côté des autres. Pourquoi ? Parce que le clic est enfoncé en fait, et on déplace la souris en même temps. Voilà, et donc en fait on connecte à chaque fois chacun des segments grâce à last pose. Et 10, c'est juste pour dire la taille de notre trait, l'épaisseur du trait. Et on dessine un trait en faisant pygame.drawLine, self.screen, white. Donc self.screen, c'est où est-ce qu'on dessine, donc sur notre interface graphique. White, la couleur. Last pose, c'est la position du début du trait, donc où est-ce qu'on commence à dessiner le trait. Et ensuite position, où est-ce qu'on termine le dessin du trait. Et là, c'est l'épaisseur. Ensuite, si on a elif event.type égale à pygame.caspace, donc c'est-à-dire que l'utilisateur appuie sur espace, alors on fait un self.screen.fill black. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, si on appuie sur espace, on reset l'interface graphique, enfin, on efface en fait ce qu'il y a sur l'interface graphique. Ça peut être utile si l'utilisateur se trompe par exemple, ou nous, si on fait de la labellisation et qu'on s'est trompé sur le chiffre, eh ben, on appuie sur espace et on efface tout. Et ensuite, si on appuie sur entrée, donc alors, si on appuie sur entrée, donc on a appuyé sur la touche entrée, donc on a enfoncé, voilà, on va faire des choses. Alors en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va s'occuper de ça pour l'instant, c'est qu'en fait, on va sauvegarder le label. Le label, c'est quoi ? C'est l'image en fait, enfin voilà, sauvegarder le label, en vrai, c'est peut-être pas très clair, mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire self.saveLabel, si c'est pas commenté bien sûr. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va sauvegarder l'image actuelle et on va dire dans quel label est associé. Et ça va stocker en plus l'image dans le dossier que l'on veut. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on va faire nos images. C'est-à-dire qu'en fait, on va lancer notre interface graphique, on va avoir self.saveLabel qui va être par exemple à 9. Donc on va dessiner des 9, on va dessiner un 9, on va appuyer sur entrée et ce entrée, il va stocker notre label. Il va stocker notre image avec le label. Le label, il va être stocké indirectement parce que l'image sera stockée dans le dossier dataset 9 par exemple, et ce sera ajouté ici aux images qui sont là. Vous voyez ? Et donc c'est comme ça que j'ai fait mes labels, enfin mes images. C'est-à-dire que j'ai dessiné plein de zéros, je les ai stockés dans le dossier 0, ensuite j'ai changé, j'ai mis 1 par exemple ici, j'ai relancé, j'ai dessiné plein de chiffres et tout. Et j'avais juste ce code-là. Là, il y a le reste du code en fait qui permet de faire la prédiction, mais imaginez que vous n'avez pas ce code, c'est exactement en fait ce qu'il nous faut pour pouvoir faire la labellisation. Voilà, et ensuite à la fin, donc ce code-là, bon, si vous voulez, vous pouvez le regarder, mais je préfère le voir après. Et ensuite à la fin, donc à la fin de cette boucle for, donc après cette boucle for, vous avez un pygame.display.update qui permet de mettre à jour la fenêtre graphique. Donc il y a eu des affichages, donc ça met à jour la fenêtre graphique en affichant ce qui a été fait. Voilà. Et donc pour pouvoir faire vos images, alors soit vous prenez les images que je vous mettrai en dossier en téléchargement, soit si vous voulez vous amuser à labelliser, faire vous-même vos propres images, vous mettez cette méthode-là, et à chaque fois que vous avez dessiné un chiffre, donc par exemple le chiffre 1, vous appuyez sur entrée, et vous allez constituer votre dossier comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez suffisamment d'images pour votre dossier 1, donc suffisamment de chiffre 1, vous mettez 2, vous relancez, etc. Moi je le mets en commentaire parce que ça j'ai déjà fait, donc du coup je n'ai pas besoin de à chaque fois que je vais utiliser mon interface graphique de stocker les images. Et bon, en vrai, ouais, ok, je vais le faire parce que c'est là, donc
Bon, ok, le réseau neurone du coup sera entraîné en dernier, c'est pas grave. Donc là, pareil, je vais récupérer l'image de mon interface graphique. Je vais faire les petites rotations et inversions parce que il y en a besoin pour avoir l'image à l'endroit. Je fais ensuite un self.transform de l'image, donc c'est-à-dire que j'applique ceci, donc c'est-à-dire que ça me permet de redimensionner l'image à la bonne taille, donc en 86 par 96, avoir juste une image en grille, en tensor et normalisée. Et ensuite ce que je fais c'est que je vais ajouter une dimension, c'est ça que ça fait unsqueeze en fait, que ça rajoute une dimension. Là j'ai en fait une matrice ou une image de taille 96 par 96, et en fait mon réseau de neurones je l'ai entraîné avec des images qui font cette taille là, qui font 1 par 96 par 96, qui indique là le nombre de input channels que j'ai, vous voyez, par rapport à ici. Non, pardon, par rapport à ici. Voilà, donc c'est pour ça, donc je rajoute une dimension, en fait, de 1 avec unsqueeze. J'ai mon image qui fait 96 par 96, je fais unsqueeze, ça veut dire que je vais rajouter une dimension de 1. Donc en gros, je vais avoir un tableau de 96 par 96, donc imaginez, ça c'est... Pardon, imaginez, je sais pas, ça c'est ma matrice qui fait 96 par 96, donc imaginez il y a plein de valeurs, donc par exemple, je vais y arriver, donc par exemple 1, 3, 5, voilà, imaginez vous avez 96 valeurs, pareil ensuite pour chaque ligne, vous avez 96 lignes, et en fait juste ce que je fais, c'est que je rajoute juste, voilà, je prends cette matrice et je la mets dans une liste en gros. C'est exactement ce que ça fait, et ça me permet de savoir combien j'ai de input channels pour mon réseau de neurones. Et j'oublie pas de faire un point to self device, parce que je vais entraîner mon réseau de neurones sur mon GPU, donc il faut que j'envoie ma matrice sur mon GPU. Ensuite, je fais un withTorch.noGrad, donc ça c'est pour faire de l'inférence sans utiliser le gradient. Donc ouais, c'est pour ça que je voulais aussi montrer d'abord le deep learning, enfin l'entraînement du réseau de neurones. En gros, le gradient, ça va nous servir à entraîner notre réseau de neurones, que j'expliquerai après. Et là, je ne veux pas l'utiliser parce que le gradient, ça permet de mettre à jour notre réseau de neurones. Donc le calculer, ça ne sert à rien ici. Je récupère l'output de mon modèle, donc c'est-à-dire le vecteur qui contient le vecteur de sortie, ok, donc de 10 valeurs. J'applique une softmax, donc c'est-à-dire que je transforme en fait chacune des valeurs en probabilité. Donc chaque classe aura une probabilité associée. La somme totale fera 1 de ces probabilités. Je peux faire l'output et ensuite je prends la valeur maximum de la valeur maximum, en fait la probabilité maximum. Et la probabilité maximum, ce sera du coup, je saurai en fait quelle valeur c'est, enfin quelle classe c'est, et donc du coup je dirais ça c'est ma classe. Et pour cela, pour savoir quelle valeur c'est, quelle classe c'est, je fais prediction.item. En fait, ce que ça fait, c'est que ça, output.max, ça va me donner du coup deux valeurs, que ça on ne s'intéresse pas, et on va avoir prédiction, qui est un dictionnaire, et le dictionnaire il va notamment contenir quelle valeur est la plus grande valeur en fait. Quelle valeur est la plus grande de output. Et donc si c'est la valeur 3, ça veut dire que c'est mon chiffre 3. Ce que je veux dire par la valeur 3, c'est-à-dire la troisième valeur de mon vecteur. En sachant qu'on commence à l'index 0, à la valeur 0 qui est la première valeur. Ok. Et ensuite je fais un self.displayPrediction et à la fin, une fois que j'ai ça, je fais self.screen.fillBlack.